Valence, je pense qu'on pourrait attendre jusqu'à 11h03, donc dans une minute, et puis on commencerait à 11h03. Parfait. Oui, pour la personne, pour Julie, qui demande si l'enregistrement sera rendu disponible, effectivement, on va le rajouter sur le YouTube, la chaîne YouTube de l'OVS, donc de l'organisation. Donc, pour les personnes intéressées à recevoir le lien, ou si vous pouvez pas y accéder directement, veuillez nous écrire. Je vais vous envoyer l'adresse sur le chat. Et pour ceux qui ne connaissent pas notre organisation, donc l'Observatoire Vieillissement et Société, je vais aussi vous partager le site web de l'organisme. Comme ça, vous restez à l'affût des prochaines activités, des conférences qu'on a, puis du Gérophare qui est l'infolettre mensuelle. Donc, je pense que Valence, on pourrait commencer tranquillement la rencontre. Voilà. Bonne rencontre à tous. Super, merci Man. Bonjour tout le monde. Je me Bonjour. présente, Valence Rondeau. Je travaille à Intergénération Québec depuis 3 ans maintenant. Et puis, depuis un an et demi, je m'occupe là, vraiment du volet formation à notre organisme. Aujourd'hui, on m'a demandé un peu de vous mettre en bouche, de vous parler un peu d'intergénérationnel. Nous, c'est vraiment notre dada à notre organisme. On est à l'affût de tout ce qui se passe. Puis, notre mission, c'est vraiment de partager, de diffuser tout ce qui se fait en intergénérationnel, sensibiliser la population, donner envie aux gens de s'y mettre. Donc, j'espère que ça aura cet effet-là pour vous. Sans plus tarder, je vous partage ma petite présentation d'aujourd'hui. Ça va se diviser en deux temps. Tout d'abord, je vous donne un petit aperçu là, du rapprochement intergénérationnel. Comment on le définit Intergénération Québec? C'est quoi les bienfaits aussi que ça apporte en mettant un petit emphase sur l'agisme puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Puis dans la deuxième partie, je vous présente un peu plus notre organisme justement. On a beaucoup de ressources, d'outils qu'on développe, qu'on rend disponibles pour aider les gens, premièrement pour sensibiliser les gens intergénérationnels, puis aussi les aider à mettre en place des activités. Donc, on va faire un survol là, de ces différents outils, ressources-là qui pourront peut-être vous être utiles par la suite. Donc, euh, euh, le rapprochement intergénérationnel, la définition, nous, qu'on s'est doté là, à Intergénération Québec, c'est la suivante. Pour nous, les pratiques intergénérationnelles, elles visent à rassembler les gens dans le cadre d'activités signifiantes et mutuellement bénéfiques qui favorisent une meilleure compréhension et un plus grand respect entre les générations. Et tout ça contribue à la construction de communautés plus cohésives. Les pratiques intergénérationnelles sont inclusives. Elles s'appuient sur les ressources positives que les plus jeunes et les plus âgés ont à offrir les uns aux autres et à ceux qui les entourent. Donc, c'est une définition qui est inspirée de la fondation Beth Johnson, qui est une fondation américaine qui est très investie en intergénérationnel là-bas. Il y a quelques éléments que j'ai envie de faire ressortir de cette définition-là. Tout d'abord, on parle de signifiante et mutuellement bénéfique. Donc, pour nous, la clé du succès d'une activité intergénérationnelle, c'est vraiment d'aller répondre à un intérêt et ou un besoin qui est commun. Autant chez les jeunes que chez les aînés, d'aller vraiment donner un sens puis répondre à pourquoi on fait cette activité-là. Qu'est-ce qui va créer ce rapprochement-là? Est-ce que c'est autour d'un intérêt? Est-ce que c'est autour d'un besoin? Peut-être les deux. Ensuite de ça, à travers ces activités-là, ce qu'on vit, c'est vraiment des communautés plus cohésives. On veut justement briser les silos, hein. On vit dans notre société moderne, on a été très divisés, les jeunes dans les écoles, les aînés en résidence et tout ça. Et les lieux, les moments, les occasions pour se rencontrer sont de plus en plus rares. Donc, se permettant de se rencontrer entre générations, on vient créer des liens entre ces personnes-là. Et vraiment, tu sais, on le voit dans certains projets, surtout quand on est, mettons, en milieu ruraux, de se rencontrer. Ensuite de ça, on se promène dans la rue, on va à l'épicerie, on se reconnaît. Et donc, il y a comme un filet social qui se développe à travers ces activités-là.
Autre aspect très important, c'est l'inclusivité de nos activités. De nos jours, si on fait des activités intergénérationnelles, on est avec des jeunes, même chez les aînés aussi parfois, on va avoir de la diversité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit de genre, qu'on parle de personnes en situation de handicap aussi. Alors, il faut, quand on réfléchit à nos activités de rapprochement intergénérationnel, penser à cette intersectionnalité-là dans nos activités. Et finalement, c'est de vraiment, on voit les jeunes et les plus âgés, c'est vraiment de réfléchir à la bidirectionnalité des échanges, de réfléchir à, quand je fais mon activité, qu'est-ce que chaque groupe d'âge retire. Je vous donne un exemple, on voit beaucoup de super beaux projets où on a des élèves qui vont écrire des cartes, qui vont aller porter en résidence. Toujours une activité qui est super bien appréciée. Puis l'exemple que je donne tout le temps après, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réfléchir à cette bidirectionnalité-là, que ce soit pas juste le jeune qui est au service de l'aîné, ben c'est de tout simplement prendre le temps avec les aînés de préparer une réponse. Et donc là, on est vraiment des deux côtés comme de l'autre, on donne, on reçoit, puis on pense aux deux groupes d'âge. On pense pas juste à oh, on veut vraiment apporter des bienfaits aux aînés ou juste aux jeunes, mais on pense vraiment là, à tout le monde dans cette activité-là. Et c'est ce qui va faire en sorte que tout le monde va apprécier, va ressortir avec quelque chose de cette activité-là et va en avoir envie ensuite de ça, ben, d'en faire plus de l'intergénérationnel. Donc, pour continuer, j'ai envie de vous présenter une capsule qu'on a réalisée il y a 2 ans, en fait, pour parler justement de toute cette transversalité de l'intergénérationnel. L'intergénérationnel en soi, ce n'est pas l'activité, c'est un outil. Euh, on peut prendre n'importe quelle activité qui existe déjà. Puis c'est ça qui est beau avec l'intergénérationnel. Je ramène tout le temps ça à dire aux gens, faites ça simple. Vous avez probablement déjà des activités, des initiatives qui ont lieu, puis de rajouter le volet intergénérationnel, ça demande pas énormément d'énergie, de temps et tout ça. Après, dépendant de l'ampleur qu'on veut lui donner, c'est sûr qu'on peut faire des projets vraiment de grande envergure, mais il y a moyen de faire des choses toutes simples. Donc, je vous partage donc cette vidéo-là qui va présenter différents organismes qui ont mis en place des projets intergénérationnels. On entend aussi des témoignages. Donc, je pense que ça va vraiment vous donner un peu une idée là, de tout ce qui peut se faire, puis de tous les bienfaits aussi que les gens retirent de ces activités-là. Je m'appelle Monique Lortie. J'ai participé l'année dernière à une activité qui réunissait des locataires des habitations Logia Pélican, où j'habite, et un groupe une classe d'accueil dans une activité, un projet qu'on a appelé Ce qui nous unit. Ça a donné lieu à des photos merveilleuses. Mon nom, c'est Charlotte Giroux, puis je suis une participante au projet parrainé de Catalyso. C'est un projet où est-ce qu'il y avait un jumelage. Moi, mon rôle, c'est de partager un peu mes connaissances du numérique avec ma partenaire. Ce qui était le plus important pour elle, c'est comment texter, parce qu'elle voulait texter sa fille. Fait que je lui ai appris comment texter sur son iPad. On a aussi appris la cybersécurité. Je lui ai appris un peu comment être plus sécuritaire avec son utilisation de la vie numérique. Je m'appelle Élise Cardinal. J'ai fondé La Récolte des Générations il y a 10 ans et je suis directrice générale de l'organisme. La Récolte des Générations, c'est un OBNL en fait qui soutient l'implantation des jardins collectifs, toujours avec un volet intergénérationnel. Ben moi, je trouve que ce que ça apportait vraiment, c'était créer des liens que peut-être qui sont pas naturellement établis. Tu sais, souvent, en génération, on est un petit peu isolés les uns des autres. Il y a pas beaucoup de façons que je rencontre naturellement des personnes âgées comme ça, puis qu'on peut tisser des liens à ce point. Pour moi, Nicole, c'est devenu mon amie, là. Comme j'avais toujours hâte de la voir, d'entendre ses petites aventures. C'est comme une grande amie avec qui tu m'émères un petit peu, là. Elle me disait du gossip de ses amis. Elle me disait... elle voulait mon propre gossip. C'est vraiment comme une grande amie de toujours, là. Les participants embarquent dans le projet surtout pour
l'aspect de la rencontre de l'autre. Les tissus sociaux sont pas toujours faciles à mettre en place. Il y a beaucoup de gens qui vivent isolés. Nous, le lieu, c'est un jardin, mais de prime abord, c'est un endroit où est-ce que tu viens rencontrer des gens de ta communauté. Mais il n'y a pas d'aspect financier. L'objectif est vraiment juste, on se rencontre, puis on crée du lien. Ça permet aux enfants et aux aînés de se sécuriser parce qu'ils connaissent leurs voisins. Ah oui, on se salue maintenant dans la rue. C'est fou les liens qui se créent. Dans un jardin, il n'y a comme pas de barrière. Autant l'enfant va utiliser son énergie pour justement faire des travaux plus physiques, tandis qu'un aîné va plus avoir tendance à donner des conseils aux enfants. C'est souvent parce qu'on a un intérêt à partager des choses qu'on croit dans la jeunesse aussi. Ça nous amène aussi du dynamisme, ça nous apporte de la lumière, des fous rires. Oui, on veut laisser des traces parce qu'on vieillit puis on sait qu'on s'en va pas en maternelle, on s'en va plutôt vers la fin de notre vie. De voir toute cette jeunesse qui vient, qui répond à ça, puis qui a du plaisir à nous voir et puis qui verse une petite larme quand ils partent. Et puis nous autres aussi, tu sais, c'est des... Non, je trouve que c'est des beaux mariages, c'est des beaux jumelages qu'on peut faire. Il y avait une dame qui souffre d'Alzheimer là, assez sévère, mais sa fille était présente à l'activité, puis elle nous racontait comment est-ce que, quand elle était enfant, il y avait le plus beau parterre fleuri de la rue. La madame, un peu en rigolant, « M'en souviens pas, m'en souviens pas ». L'activité continue, on sort les plantes, elle se met à jouer dans la terre, puis là, un moment donné, ça a comme explosé. « Hey, je me souviens, hey, ça, là, cette plante-là, puis elle s'est mise à nous raconter plein de souvenirs de elle qui jardinait. C'était vraiment touchant. Moi, avant, j'appelais toujours ma grand-mère au téléphone, puis on avait des super bonnes conversations. Puis là, maintenant qu'elle est décédée, tu sais, c'est quelque chose qui me manque, là, avoir ces conversations-là. Je me suis dit, tu sais, moi, je suis confortable avec la technologie, fait que si ça peut apporter à quelqu'un, puis que moi, ça peut combler un petit peu mon besoin de conversation comme ça, je me dis, bah, c'est parfait. On sait qu'il y a tu sais, il y a des barrières. Mais quand ils rencontrent les jeunes, par où ils sont passés, ouf, ils voient que, ah bon, chemin Roxham, c'est pas juste des gens qui veulent tricher le système et passer par un chemin facile. Quand le jeune leur décrit, tu sais, ce par quoi ils sont passés, s'il y avait certaines réticences de la part de peut-être certaines personnes, eh bien, ça fait tomber ça, là. Comment réussir à convaincre un bailleur de fonds d'investir dans l'intergénérationnalité? Je lui dirais probablement qu'ils ont tellement à apporter, les aînés, dans notre écosystème social. Tu sais, ça, c'est vraiment aller me chercher, là, parce que a vraiment pu me raconter du vécu, que ça prend des décennies pour pouvoir faire le cheminement avec ça. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, puis dans ma compréhension un peu de la psychologie humaine, du comportement humain, puis aussi de comment on est résilient. Je pense qu'il faut se dire que tout ça, on n'aura pas à le verser dans les frais de santé parce qu'on va déprimer les vieux, puis qu'on sert à rien, puis je sais pas quoi. On apporte aux deux. Je pense que c'est important de dire, ben oui, peut-être que tu as certaines limitations à ton âge, c'est certain, c'est ça le vieillissement. Mais en fait, au lieu de voir ça comme une contrainte, de le voir comme quelque chose à honorer, puis à réfléchir pour le faire fleurir. Là. Est-ce que c'est d'aller faire justement une lecture pour enfants dans une bibliothèque? Est-ce que c'est d'arroser les plantes de ta résidence? Est-ce que c'est d'écrire des lettres à des nouveaux arrivants? Est-ce que, tu sais, on pourrait réfléchir en tant que communauté à trouver des moyens de garder vivants nos aînés et de les inclure, en fait, dans notre société jusqu'à la fin. Voilà, donc la petite capsule vidéo, je pense, qui donne vraiment un bel aperçu là, des bienfaits justement de l'intergénérationnel.
je nous ramène donc à ma petite présentation PowerPoint quelques instants pour justement vous parler, là, donc on l'a entendu, là, des nombreux bienfaits, puis ils sont énumérés ici. Puis ce qui est intéressant, nous, Intergénération Québec, je vais en parler un peu plus tard, on travaille beaucoup avec les milieux de recherche, participe beaucoup en tant que partenaire communautaire à des recherches parce qu'il y a de plus en plus d'études qui se penchent sur la question intergénérationnelle parce que, tu sais, oui, on le voit avec ces témoignages-là que c'est bénéfique, mais vraiment, avec la recherche, là, on vient se doter de preuves concrètes, tangibles, qui peuvent aider à influencer les décideurs pour mettre justement plus de financement pour qu'il y ait de plus en plus d'initiatives intergénérationnelles. Une de ces recherches-là, je vais en parler un peu plus tard, c'est une trousse à outils et là-dedans, il y a tout un tableau avec une recension des écrits et qui montre pour chacun des bienfaits combien d'études ont souligné en fait des apports bénéfiques là-dedans. Puis on retrouve vraiment une diversité de bienfaits impressionnante qu'on pense à l'inclusion sociale. Autant les jeunes que les aînés sont parfois mis de côté en les revalorisant dans leur rôle social. J'aime beaucoup Élise là, Desjardins, tu sais, qui parle d'écosystème social, de redonner finalement, d'honorer ce passage-là de la vie, puis de leur redonner une place dans notre écosystème. C'en est un bel exemple. Au niveau de la santé psychologique, physique, cognitive, tu sais, de ressortir, d'aller jouer dans la terre. Je pense à justement la dame qui a joué dans la terre, ça lui a ramené des souvenirs, ça les amène à bouger, à discuter. Donc, définitivement, ça a des effets de ce côté-là. Et évidemment, beaucoup d'apprentissage, là, par exemple, les projets d'apprentissage numérique intergénérationnel. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'au final, peu importe le projet, il a été mis, tu sais, qui apprend à l'autre, l'apprentissage, finit toujours par être mutuel. Chacun en retire quelque chose d'intéressant. Puis au niveau de l'agisme, ben ça c'est sûr, nous, Intergénération Québec, c'est un de nos chevals de bataille, l'agisme, parce que l'intergénérationnel vient vraiment s'adresser au niveau de l'agisme, que ce soit au niveau des changements d'attitude, les perceptions, les stéréotypes des fois que les jeunes peuvent avoir envers les aînés, et de l'autre côté aussi, qui viennent être diminués parce que justement on vient rencontrer l'autre. On a par exemple Mocning Clorty qui a participé au projet de photo avec des jeunes immigrants puis des aînés qui avaient peut-être des stéréotypes par rapport au chemin Roxham, bon, qui n'existe plus. On voit que la vidéo commence à vieillir déjà, hein, mais quand même, quand on entend le parcours du jeune et viennent mettre une vie, une histoire puis une vie humaine derrière ça, ça vient déconstruire des stéréotypes. Là, on n'est plus juste dans quelque chose d'impersonnel, on est dans le vivant. Euh, Aussi une meilleure compréhension du vieillissement des aînés qui vient avec une meilleure empathie aussi, hein. Moi, je pense à un des projets que j'ai fait où est-ce qu'on avait rencontré des jeunes et des aînés, puis je leur avais demandé qu'est-ce qu'ils avaient retiré de ce projet-là. Ils étaient comme, ah ben je me rends compte qu'en fait, les aînés peuvent vieillir en résidence, puis être heureux, puis être épanouis. Parce que le discours qu'ils entendaient dans les médias, dans les nouvelles, était tellement négatif. Ah, puis c'est normal parce qu'il y a malheureusement des résidences où on en prend moins bien soin, mais il y a tellement de bels exemples où est-ce que les aînés sont heureux et là, de justement pouvoir rentrer dans les résidences, voir leur milieu de vie, voir qu'il y avait plein d'activités, puis que les aînés étaient super heureux là-dedans, ça a vraiment déconstruit des choses. Même chose évidemment aussi pour les aînés aussi, on vient déconstruire des choses, renouer avec le plaisir d'être et d'interagir avec des jeunes. Souvent, quand on pose la question, combien de fois dans le dernier mois vous avez eu de contact intergénérationnel? Puis là, je dis pas juste de croiser quelqu'un dans le bus ou dans l'autobus ou dans le parc, là, vraiment une discussion. Euh, mais on parle des fois de une, deux fois dans le mois, des fois même zéro. Donc, de renouer avec ce plaisir-là, cette énergie-là contagieuse des jeunes, ça leur fait énormément de bien. Puis ça l'aide aussi à comprendre mieux leur réalité, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, on vient déconstruire vraiment beaucoup de choses là, au niveau de l'âgisme grâce à l'intergénérationnel. Maintenant, je vous parle un petit peu plus là, de notre organisme Intergénération Québec. Nous, on existe donc depuis 30 ans maintenant en tant qu'OBNL et on a vraiment quatre champs d'action à notre organisme. La première, c'est la sensibilisation au grand public, à la population. Ensuite de ça, on travaille aussi beaucoup avec les organismes pour les outiller, les aider à mettre en place les projets comme on a vu tout à l'heure.
On veut aussi susciter des espaces de dialogue intergénérationnel, mais aussi entre les organismes pour développer, partager les expériences, les savoirs en matière d'intergénérationnel. Et finalement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, la collaboration avec les milieux de recherche. Donc, ce que je vais faire avec vous, dans ma présentation PowerPoint, il y a tous les liens, les différentes ressources, mais j'ai envie carrément de vous faire visiter avec moi un peu notre site Internet. Comme ça, vous allez voir un peu comment retrouver ces ressources-là, comment naviguer sur notre site, puis retrouver toutes ces choses-là par la suite. Donc, je pourrais partager peut-être dans le chat là, à la fin de la rencontre le lien vers notre site, donc intergénérationquebec.org. Donc, si on commence par le côté là, sensibilisation, donc au grand public, nous, on développe depuis plusieurs années plein d'outils, de ressources pour donner envie aux gens, mieux connaître l'intergénérationnel, leur donner envie d'en faire. Ça passe par différents moyens. Par exemple, tout ça se retrouve vraiment là dans la section Nos ressources. Vous avez tout d'abord un documentaire qui s'appelle Nos générations. C'est un documentaire de 30 minutes où on parle, encore une fois, là, la récolte des générations sont aussi dans le documentaire. Puis on parle de trois types de projets. Donc, le jardinage, le mentorat, la cohabitation intergénérationnelle. Il y en a évidemment tout plein d'autres, mais dans le documentaire, on s'est penché sur ces trois-là. Puis encore une fois, on voit vraiment des images, puis là, on visite les lieux pour voir les gens en activité, des témoignages des participants et le tout accompagné aussi de chercheurs, de chercheuses qui viennent parler de l'état de la recherche scientifique sur le sujet. C'est un documentaire qui est super accessible, qui est disponible sur notre site, sur YouTube. Donc, vous pouvez aller le visionner. Et aussi, ce qu'on offre également, ben, c'est de faire des projections chez les organismes. Donc, on visite des milieux d'aînés, des milieux de vie. Et ce qu'on fait, c'est une activité qui dure 1h30. On regarde le documentaire ensemble d'une trentaine de minutes. Et ensuite, on anime, là, notre équipe, c'est vraiment clé en main, on anime une discussion d'1 heure autour de ce documentaire-là. C'est tellement beau de voir l'étincelle là, qui se crée chez les participants, les participantes qui partagent leur propre vécu par rapport à l'intergénérationnel, leur propre envie également. Donc, c'est vraiment une belle bougie d'allumage là, pour faire connaître l'intergénérationnel au grand public. Ensuite de ça, on a aussi un balado. Le balado, en fait, c'est un projet assez spécial. C'est comme ça que j'ai commencé Intergénération au Québec. C'est un balado qu'on a appelé Parole de génération. Et c'est un balado en 8 épisodes sur différentes thématiques. Pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est quoi un balado? En fait, c'est un peu comme une émission de radio au sens où on fait vraiment juste entendre les gens qui sont au micro, sauf qu'ils sont disponibles en tout temps en ligne. Donc, on peut vraiment les écouter au rythme qu'on veut. Et à travers ces émissions-là, ces épisodes-là, on voit différentes thématiques, que ce soit le choc culturel, les tabous, la fierté LGBTQ+, les préjugés, bon, etc. Et la particularité de ça, c'est qu'on a vraiment mis en dialogue des aînés et des jeunes issus de la diversité. Puis finalement, les jeunes ben, partageaient leurs défis par rapport à l'immigration et tout ça, les préjugés qu'ils faisaient face, puis de partager avec les aînés qui vivaient des choses similaires. On crée vraiment des ponts, on crée des dialogues qui sont super touchants là, à entendre. Donc, vous avez également accès là, à cette ressource-là. Euh, un autre aspect très important, on a aussi, bon, je vous les présente pas toutes, mais on a aussi des expositions photos. Vous pouvez aller voir plein de belles photos là-dessus. Un aspect vraiment fort de notre organisme au niveau de la sensibilisation, c'est la Semaine québécoise intergénérationnelle. Cette semaine-là, en fait, c'est comme ça que l'organisme a commencé. Avant même d'être un organisme, là, cette semaine-là a existé et elle est maintenant reconnue par l'Assemblée nationale comme étant une semaine de lutte et de sensibilisation contre l'agisme et l'isolement social. Et comment on fait ça? Premièrement, en créant une programmation, je vous montre celle de l'année dernière. Donc, on invite autant les individus que les organismes à mettre en place une activité intergénérationnelle, à nous les soumettre. Et nous, ce qu'on crée, ben, c'est une carte interactive. Vous voyez, l'année passée, en 2025, là, c'est plus de 88 activités qui ont eu lieu de Gatineau jusqu'aux îles de la Madeleine sur l'ensemble de la semaine. Donc, les gens peuvent aller voir qu'est-ce qui se fait, à quel endroit, quelle journée. Donc, c'est une carte qui se veut là, le plus interactive possible avec des liens justement pour aller s'inscrire, etc. Donc, ça permet vraiment de faire parler aussi de l'intergénérationnel dans les médias et tout ça. Et aussi, ce que nous, on organise pendant cette semaine-là, c'est le concours des initiatives intergénérationnelles. Donc,
on remet des bourses en argent dans 6 catégories différentes, artistiques, littéraires, communautaires, etc., pour souligner en fait l'excellence, l'originalité des projets intergénérationnels qu'on reçoit à chaque année. On reçoit maintenant autour d'une centaine de candidatures là, à chaque année. Donc, si vous, vous en faites des projets, vous en connaissez, n'hésitez pas, là, normalement, autour du mois de décembre, janvier, on envoie là, le formulaire d'inscription au concours. Et donc, les gens ont la chance là, de remporter cette bourse-là. Puis ça permet de faire connaître aussi là, tout ce qui s'est fait au courant de l'année. Parce que, évidemment, l'intergénérationnel, c'est pas juste pendant une semaine, c'est vraiment à l'année longue là, que ça se passe. Donc, deuxième champ d'action, on a parlé là, d'outiller les organismes. Donc, pour ça, on a 2 ressources qui sont très intéressantes. La première, c'est le répertoire réseautage. Ça regroupe en fait tous les projets intergénérationnels qui ont participé au concours que je viens de vous parler. Et donc, ça peut être pratique pour, justement, si vous cherchez de l'inspiration, aller trouver quel organisme fait des choses similaires dans votre région. Donc, par exemple, je sais que moi, je suis un milieu communautaire. Quelle activité intergénérationnelle a été faite par des milieux communautaires? Vous avez plein d'exemples qui vont apparaître juste ici. Vous pouvez y aller aussi par type d'activité ou encore par région administrative si vous voulez savoir qui dans votre région a déjà mis en place des activités pour peut-être créer des liens, des ponts avec eux. Vous avez accès également là, à cette information-là. Fait que c'est un beau répertoire à aller visiter pour les organismes. On a également un centre de documentation qu'on met à jour régulièrement. Et là, on met vraiment toutes les recherches qui ont lieu sur l'intergénérationnel, des ressources audiovisuelles aussi, donc des balados, des vidéos, des documentaires qui parlent de ça, des outils aussi qui sont créés par d'autres organismes. Tout ça est répertorié sur notre site. Il y a moyen, évidemment, si vous en connaissez, de nous les partager pour qu'on les rajoute. Et tout ça est donc autour de différentes thématiques, que ce soit les bienfaits à l'international. On a même une section, tiens, Agis, on peut la regarder ensemble. Et vous avez donc les différentes sortes d'outils. Et pour chacune d'elles, ben, vous avez un peu là, un résumé et vous avez le lien directement pour aller découvrir cette ressource-là. Autre volet, la collaboration avec la recherche. Je vous disais, on est avec beaucoup de projets de recherche. Puis un des projets comme le plus important là, qu'on a fait dans les dernières années, c'est donc la trousse à outils pour les milieux d'action intergénérationnels. Donc ça, c'est vraiment un document là, d'une centaine de pages, mais qui est vraiment très, très bien fait, très bien structuré qui se veut justement un peu une base pour quelqu'un qui veut mettre un projet intergénérationnel de A à Z, de la planification jusqu'à la réalisation et l'évaluation avec des outils concrets pour le faire. Donc là, c'est en train de s'ouvrir, là, mais vous allez voir, il y a vraiment différentes catégories là-dedans. Bon, ça va prendre peut-être un petit peu trop de temps là, pour que je vous le montre aujourd'hui, mais vous avez vraiment tous les outils aussi qui sont téléchargeables séparément. Ça peut vous aider justement dans les différentes étapes de votre projet. Puis c'est quelque chose qui est vraiment, qui a été fait, un projet de recherche-action, donc en partenariat avec des organismes communautaires pour qu'il soit le plus adapté là, aux besoins des organismes. Donc ça, c'est un très bel outil aussi que je vous invite à aller consulter si jamais vous avez l'envie de mettre quelque chose en place dans votre milieu. Et finalement, ben, susciter des espaces de dialogue. On a en place depuis 4 ans maintenant une communauté de pratique intergénérationnelle. La communauté de pratique, elle se rencontre 6 fois par année sur Zoom, là, un peu comme aujourd'hui, autour de différentes thématiques. Comme là, par exemple, la prochaine qui va avoir lieu en octobre, c'est sur des projets porteurs. On va avoir un projet de clown thérapeutique et un projet d'accueil maternité où des femmes âgées viennent jouer un peu le rôle de grand-mère là, pour des mères qui sont un peu débordées, des mères monoparentales parfois, qui peuvent avoir un peu de répit, laissent leur enfant de bonnes mains, peuvent se reposer, prendre une douche, prendre un repas. Donc ça, c'est quelque chose quand on parle de communauté plus cohésive. C'est le genre de projet intergénérationnel qui démontre vraiment le potentiel là, que ça peut apporter dans les communautés. Et donc, dans ces communautés de pratique-là, ça regroupe vraiment des intervenants de partout au Québec et il y a des présentations d'organismes inspirants, mais il y a aussi toute
on croit beaucoup à l'intelligence collective à Intergénération Québec. Donc, il y a un partage là, d'expériences, de savoir qui se fait aussi autour de ces thématiques-là. Tout le monde amène son grain de sel, donc c'est très, très participatif. Et finalement, ben, on a tout un volet de formation aussi qu'on offre. Donc, vous avez vu au début, j'ai parlé un peu là, du rapprochement intergénérationnel. On a une formation de 2 heures et demie, 3 heures qui fait vraiment le tour complet là, en donnant des exemples concrets du rapprochement intergénérationnel qui est possible là, de recevoir dans vos organismes. Puis on fait aussi des ateliers collaboratifs sur mesure, donc pour les organismes qui ont envie de mettre en place des activités, ils veulent regrouper différents intervenants pour réfléchir à tout ça, mais on peut accompagner ce processus-là au sein de vos organismes. Donc, ça fait le tour un petit peu de ma présentation pour vous dire que nous, vraiment, Intergénération Québec, on est un réseau hein, d'organismes un peu partout au Québec. On a plus de 70 membres. Donc, le membership, c'est un coût par année qui est par cœur, je pense que c'est, si je me trompe pas, là, on a changé, je pense que c'est 70 ou 75 dollars là, par année. Mais oui, donc 75 dollars pour les organismes et pour les individus, c'est 30 dollars. Mais ça vous donne accès, donc l'accès gratuit à nos communautés de pratique qui sont normalement payantes, mais pour nos membres, c'est vraiment gratuit. L'accès à plein de ressources exclusives via l'espace membre. Et on a aussi une infolette qui est diffusée à plus de 1200 abonnés. Donc, on a un espace qui est réservé aux membres, donc pour faire connaître ce que vous faites, partager des besoins en termes de bénévolat, de l'inscription à des activités. Ça, c'est vraiment un autre des avantages membres. Donc, il y a moyen de s'inscrire toujours via notre site Internet. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ma présentation. Je ne sais pas, on voulait peut-être prendre 3, 4 minutes s'il y avait quelques questions rapides, mais je suis là jusqu'à la fin. Donc, si vous avez des questions aussi, il sera possible de me les poser là, à la toute fin. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de questions. On peut passer à la J'en vois prochaine dans le étape. chat un petit peu, là, peut-être je peux répondre rapidement. Donc, il peut faire partie de la communauté de pratique. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Comme je vous le disais, c'est payant pour les personnes là, qui sont pas membres. Mais en étant membre, là, vous avez accès à toutes nos rencontres gratuitement. Mais vraiment, tout le monde est le bienvenu, peu importe leur niveau d'expérience. Il y en a qui font ça depuis déjà longtemps. Il y en a qui ont juste l'intérêt puis veulent juste être inspirés. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et pour ce qui est de ma présentation PowerPoint, oui, en tout cas, je verrai avec Iman, mais oui, je peux la partager sans problème. Excellent. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Valence. Merci, c'était fort intéressant. Nous allons passer à la prochaine étape. Donc, je vais céder la parole à Carole, qui va vous présenter un atelier sur l'agisme. Alors, bonjour tout le monde. Attendez, je vais juste ajuster mon... Bon, alors, ben, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'anime des ateliers sur l'agisme avec l'OVS depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors, je vais tout de suite commencer. Je vais vous présenter l'organisation. Après ça, je vais vous présenter des stéréotypes d'agisme. Qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. On va vraiment définir qu'est-ce que c'est l'agisme pour faire en sorte que les relations intergénérationnelles deviennent plus fluides et plus faciles aussi. Et en fin aussi de conférence, je vais proposer aussi des activités possibles pour essayer de faire en sorte que les gens puissent se connecter ensemble. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. Attendez un petit peu que je m'en aille là-dedans. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Ça va? OK. Alors, donc, l'OVS, l'Observatoire Vieillissement et Société, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un OBNL, le partenaire du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors, la mission, ben, c'est de promouvoir la qualité de vie des aînés et de relever des défis qu'engendre l'agisme et les conséquences au sein de la société. La vision, ben, c'est d'être une référence significative là, dans le monde du vieillissement, capable de susciter la réflexion et
et surtout le changement. Alors, les principales activités, ben, il y a la publication du gyrophare qui paraît 3 fois par année cette année. Ensuite, de prendre position sur des sujets qui concernent les personnes âgées auprès d'instances gouvernementales et municipales, de réaliser des recherches-actions également, d'offrir des ateliers de sensibilisation à l'agisme dans différents milieux et organismes, comme on le fait ici aujourd'hui, de publier donc le journal Le Gyrophare et d'offrir des conférences et des espaces réflexion. Alors, les objectifs de l'atelier d'aujourd'hui, ben, ça va être d'échanger sur le phénomène de l'agisme et de l'auto-agisme. Et ça, on va définir qu'est-ce que c'est ces deux termes-là et de l'appliquer à nos expériences personnelles afin de s'outiller, bien sûr, afin d'y faire face et de pouvoir le contrer. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que l'agisme? L'agisme, c'est défini comme étant une forme de discrimination par rapport à l'âge. De la même façon que le sexisme est une forme de discrimination par rapport au sexe, que le racisme est une forme de discrimination par rapport à la race. Alors, et l'agisme, c'est pas quelque chose qui est d'abord, l'agisme aussi, je vais vous dire que ça va regrouper 3 choses. La première chose, ça va être des stéréotypes. Donc, la façon d'envisager l'âge. C'est-à-dire, ah, ben là, quand tu es rendu à un certain âge, c'est toujours comme ci, puis c'est toujours comme ça, puis blablabla, bla, 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 bla. Soit dit en passant, l'agisme, ce n'est pas dirigé seulement que vers les personnes âgées. Ça peut être dirigé aussi vers les jeunes. Quand les personnes âgées disent, ah, les jeunes aujourd'hui, ils connaissent rien, ils font pas ci comme ça, ils font pas ça comme ça, blablabla, blablabla, bla, 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 on est en train de faire de l'agisme. Donc, ça va toute génération confondue. Et la façon d'envisager l'âge, quand je mets au bout, il y a 15 ans, j'avais lu à un moment donné un article qui disait que dès qu'on est en situation, une différence d'âge de 15 ans, peu importe l'âge qu'on a, 15 ans de plus que nous, on commence déjà à avoir une certaine perception d'agisme déjà. Par exemple, un enfant de 5 ans, quand il regarde quelqu'un qui a 20 ans, ben, s'il est vieux, quelqu'un de 20 ans regarde quelqu'un de 35 ans, il dit, oh mon Dieu Seigneur, il est déjà plus dans le coup. Alors, imaginez quand on est rendu à 40 ans, le monde de 55 ans sont déjà rendus dans le FADOC. Et puis, quand on a 70 ans, ben, les 85 ans, là, c'est eux autres qui sont sur le bord du CHSLD, etc. Donc, c'est à peu près autour de 15 ans qu'on va commencer à sentir des différences générationnelles et où il y a le risque de faire de l'agisme, dans un sens comme dans l'autre. Alors, également, on va voir les préjugés. Qu'est-ce que ça inspire? Bon, alors, si on vieillit, par exemple, bon, ben là, ça veut dire qu'on va être malade nécessairement, ce qui est pas vrai. C'est pas toutes les personnes âgées qui sont malades. Il y a des jeunes qui sont malades. Il faut juste aller se promener à Sainte-Justine pour le voir, puis qu'on va être nécessairement dépendant. C'est plus vrai. Oui, dans certains cas, mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont dans cet état-là. Donc, on s'imagine que parce que la personne est âgée, qu'elle est plus capable de faire ci, qu'elle est plus capable de faire ça, etc. Alors, oui, il y a une forme de discrimination aussi. Donc, on va se comporter différemment et on va se mettre à surprotéger les personnes âgées. Un exemple que j'aime toujours donner là-dedans, une dame à un moment donné dans les ateliers me disait, moi, Carole, quand j'ai eu 70 ans, on m'avait fait une fête et tout ça, et puis tout d'un coup, ma fille qui ne faisait jamais de ménage quand elle venait chez nous, puis tout ça, à un moment donné, elle s'est dit, bon ben là, maman, moi, je vais tout ramasser, je vais tout faire tes affaires. Puis j'ai dit, écoute, là, hier, j'avais 69, je suis capable de faire mes affaires. Là, je comprends que ça part d'une bonne intention de ta part, mais je suis encore capable de faire mon ménage. Tu sais, la journée que je serai plus capable de faire mon ménage, je vais te le demander. Alors donc, tu sais, il faut arrêter de penser que parce que j'ai un monsieur aussi où j'habite qui venait, je le vois tout le temps, il se promène, bon, puis tout ça, puis à un moment donné, il est avec sa fille, et là, avec sa fille, il prend sa marchette. Puis là, moi, je le rencontre dans l'ascenseur, puis je dis au monsieur, j'ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, il dit rien de spécial. Il dit, c'est juste, il dit, ma fille, il dit, ça la sécurise de me voir en marchette parce qu'elle a peur que je tombe, tu sais. Alors, puis là, quand sa fille était repartie, lui s'est remis à marcher, pas de marchette, il n'y a pas besoin de ça. Alors, vous voyez, donc, il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose qui est avilissant là-dedans pour les personnes plus âgées.
Euh, alors, c'est toutes des choses dont on est soi-même victime ou dont autrui est victime en fonction de l'âge. L'OVS va définir l'âgisme comme un ensemble d'attitudes négatives et de préjugés envers les aînés et le vieillissement. Il contribue donc à faire diminuer l'image qu'une personne a d'elle-même, de ses capacités et de sa place réelle dans la société. Si on parle maintenant d'auto-agisme, alors là, ça va être l'auto-agisme, ça va être quelque chose qui va être, on n'a pas besoin des autres pour se faire dire qu'on est vieux. On est capable de se faire dire, de se dire ça à soi-même, dans le sens que, par exemple, Mhm. ah ben là, je suis trop vieille pour faire ça, ou ah ben là, à mon âge, je peux plus porter tel genre de vêtements, ou rendu à mon âge, ah ben là, je suis trop vieille pour voyager. La COVID nous a beaucoup fait intégrer des croyances qui étaient plus ou moins ajustées pour tout le monde, on va se dire ça comme ça. Moi, je me souviens très bien en début de COVID, tu sais, les personnes vieilles, entre guillemets, c'était celles qu'on voyait mourir dans les CHSLD, il fallait les protéger, puis avec raison, puis c'était correct et tout ça. Et plus que tout ça avançait, plus que là, les personnes âgées, c'était plus juste le monde d'un CHSLD, c'était les gens qui avaient 75 ans, puis après ça, c'était 70 ans, puis après ça, c'était 65 ans. Puis là, tu te dis, tu sais, moi, j'avais 67 ans durant la COVID. Je me dis, mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là, tu sais, moi, je suis en santé. Pourquoi qu'on veut me protéger? Alors, vous voyez, donc, il faut faire attention. Puis, on finit par intégrer ça, se dire, ouais, ben, peut-être que c'est vrai que je suis trop vieille pour faire telle affaire. Peut-être que c'est vrai que je suis trop vieille pour faire ça, à force de se faire dire ça. Quand on va se dire, par exemple, il y a quelque chose comment je dirais, qui est tricky, là. Je m'excuse pour le terme anglais. On va nous dire, par exemple, ah, vous faites pas votre âge. Ben ça, c'est le fun de se faire dire ça, hein. Il y a quelque chose puis en même temps, il y a comme un piège là-dedans dans vous faites pas votre âge, tu sais, parce que c'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir notre âge, tu sais, alors que c'est un fait, on a tout l'âge qu'on a, et puis oui, tu sais, vous faites pas votre âge, ben tout ça, c'est flatteur, mais à force d'être confronté à des stéréotypes âgistes, ben on peut en venir à les intérioriser, ces affaires-là, et à se dire, la journée que tu fais ton âge pour le vrai, tu te dis, ben là, ça y est, je suis rendue vieille, tu sais, alors, c'est pas important. Tout ça, l'auto-agisme, ben, ça découle de l'influence de l'agisme qui circule dans les médias, le culte de la jeunesse et tout ça. Tu sais, quand on regarde beaucoup dans les médias que les tranches encore publicitaires, c'est encore 18-35 ans parce que c'est eux autres qui consomment. Je m'excuse, tu sais, mais les gens qui consomment, c'est beaucoup aussi des personnes âgées. Ils consomment d'autres affaires, tu sais, mais le pouvoir financier, dans l'époque dans laquelle on vit, il est souvent relié à la génération des boomers. Alors, arrêtez de penser que c'est une génération qui ne consomme plus ou qui est pas intéressante à ce niveau-là. Donc, l'auto-agisme, ça va aussi découler de l'influence là, qui vient dans les médias, dans les publicités, dans les discours publics, etc. Et tout ça dans les interactions avec les individus puis les groupes sociaux. Alors donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que, vous savez, on est dans une époque de transformation un peu partout. Et puis même quand on va, tu sais, aujourd'hui, quand on parle de stéréotypes générationnels, on a les générations, là, les boomers, les X, Y, Z, W, puis bon, passé, il y en a de toutes les. Alors, déjà, on est en train de caser des gens dans des lettres, Z, Y, etc., et en se disant, bon, ben, eux autres sont de même, eux autres sont de même, eux autres sont de même, eux autres sont de même. Oui, il peut y avoir des trucs qui peuvent, dans l'ensemble, des fois, avoir comment je dirais, des propriétés particulières à certaines générations, mais il faut faire attention à ça parce que c'est très, très, très facile de placer n'importe quel âge dans n'importe quelle case. C'est pas vrai que tous les milléniums sont comme ça, puis c'est pas vrai que tous les X sont comme ça. C'est pas vrai. Alors donc, il faut faire attention à ça. Les propos énoncés bien souvent par les aînés qu'on va entendre, ben, ça va être de dire je suis portée à me déprécier moi-même aux yeux des autres parce que bon, tu sais,
plus dans le coup. Je vis un sentiment de dévalorisation parce que mon expérience est pas mise à profit d'une façon ou d'une autre maintenant. Ben, c'est comme si je vaux plus grand-chose. Je juge mon existence peu intéressante. Tu sais, je me valorisais beaucoup dans le travail quand je travaillais ou des trucs comme ça, beaucoup comme mère ou etc. Puis là, ben, le nid vide, etc. Donc, c'est comme si c'est plus intéressant ma vie parce que les choses qui me passionnaient, ben, ça fait plus partie de mon quotidien. On va penser, je crois, moins donc en mes capacités puis mon savoir-faire, parce que les choses que je suis capable de faire, ça sert plus à personne. Puis là, ben, on entend des discours, ben, en vieillissant, on est moins capable d'apprendre des nouvelles affaires puis de s'adapter, ce qui est tout à fait faux. Au contraire, c'est le temps de continuer à apprendre des nouvelles affaires pour garder les neurones actifs et tout ça, là. Donc, c'est important de continuer à faire des choses comme ça. Je n'arrive pas à mettre en valeur, à mettre en valeur mes qualités ou mon passé qui est pourtant bien intéressant. Et ça, je trouve que c'est euh, dans, dans les rencontres intergénérationnelles, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, Moi, je me souviens, mon père il disait tout le temps, quand tu prends le temps de t'asseoir avec quelqu'un, peu importe l'âge que cette personne-là a, et de lui demander c'est quoi ton histoire, ben tu peux pas t'ennuyer. Parce que chaque personne a une histoire. Peu importe l'âge qu'elle a, on a tous une histoire. À partir du moment où tu demandes à quelqu'un c'est quoi qui a été le plus fun dans ta vie, c'est quoi qui a été le plus difficile dans ta vie, déjà, tu es en train de créer une conversation intéressante et une conversation qui va être inspirante. Et si moi, je demande à un jeune, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta vie? Ben, c'est sûr qu'il va avoir quelque chose qui va me dire qui va correspondre à quelque chose que je connais puis que je peux l'aider éventuellement. Ou si je peux pas l'aider, juste me mettre en écoute avec cette personne-là. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment important de développer le réflexe en génération de dire raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus fun? Qu'est-ce qui était le plus enrichissant dans ta vie? Et souvent, les personnes âgées vont dire, ben, on vit un sentiment d'inutilité parce qu'effectivement, une fois que tu es sorti du marché du travail, ben là, oui, on va faire du bénévolat. Bon, dans toutes sortes d'organisations, puis c'est correct, puis c'est comme ça qu'on va se sentir utile de toutes sortes de façons. Puis, mais s'il arrive un temps, vous savez, il y a des endroits où on ne peut même pas faire du bénévolat. Moi, par expérience, j'ai offert mes services des fois dans des écoles comme bénévole. Et puis non, il y a des milieux fermés hier. Tu sais, ça prend toutes sortes d'enquêtes, puis ça finit plus, là. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut ouvrir ça. Puis comme société aussi, arrêter, là, tu sais, de se méfier de Pierre Jean-Jacques et tout ça. OK? Saviez-vous que l'agisme est la forme de discrimination la plus tolérée et répandue au pays? Alors, selon l'OMS, à l'échelle mondiale, une personne sur deux fait preuve d'agisme à l'égard des personnes aînées. C'est quoi les manifestations de l'agisme? Ben, ça va se manifester très subtilement, souvent de façon très inconsciente, là, par des croyances, comme on a dit. Ah, ben, rendu à 50 ans, là, moi, j'entends des fois du monde à la TV qui dit ah, mon Dieu, j'ai 50 ans, là, ça y est. Ben voyons, t'as juste 50 ans, c'est les plus belles années. Tu sais, alors, donc, il y a des croyances par rapport à l'âge qui sont faussées complètement. Des attitudes aussi. Et ça, j'aime bien citer, tu sais, tu t'en vas à l'épicerie, là, puis à un moment donné, la madame, là, que c'est long, sa monnaie, des fois, puis tout ça, là, tu sais, parce qu'elle n'a pas les cartes et toutes ces affaires-là. Ben, tu sais, c'est facile d'être en arrière, puis d'attendre, puis de faire, tu sais, elle va-tu arriver? Tu sais, ça, hein, elle va-tu... Ça, on est dans des attitudes d'agisme. On se présente, je sais pas, moi, dans un magasin d'informatique, tu sais, moi, je les vois souvent, là, tu sais, puis là, il me voit arriver avec mes cheveux blancs, puis tu sais, je vois l'attitude du vendeur, je le vois dans sa face, ouais, ça va être long, tu sais. Alors, tu sais, c'est des attitudes qui font que ça fait sentir l'autre
inadéquats, on va dire ça comme ça. Il y a des formes de commentaires aussi. Tu sais, ma petite madame, là, on pourra repasser. Tasse-toi mon oncle aussi, on pourra repasser, OK? Alors ça, c'est des commentaires, des comportements qui sont dévalorisants pour les personnes. Et tout ça, ben, ça a pour effet de faire vivre un sentiment d'exclusion à la personne aînée. Tu sais, je suis plus dans le game. Carrément, je ne suis plus dans le game, je fais plus partie de la gang. Et ça, il y a quelque chose de très triste là-dedans. On est dans un monde actuellement très, très ouvert où, tu sais, avant, les gens, moi, je le vois autour de moi, euh, euh, avant, tu sais, on pouvait dire la famille, c'était un pilier, même en vieillissant, et c'est plus toujours le cas maintenant parce que souvent, les enfants maintenant, ils vont travailler à l'extérieur, ils sont rendus dans un autre pays, ils vivent d'autres réalités, donc les liens familiaux sont moins, je dirais peut-être nourrissants qu'ils ont déjà été. Alors donc, ça fait qu'on se dit, bon, OK, c'est comment je nourris mon quotidien, moi, maintenant. Parce que bien sûr, tout le monde, et il ne s'agit pas de blâmer les plus jeunes de vivre leur vie, bien au contraire, tu sais, on a tous fait ça, mais de dire, OK, je fais quoi, là, moi, pour continuer à vivre d'une façon intéressante? Alors, voici des exemples concrets. Alors, on est ici dans un CHSLD, je pense. Donc, la dame va dire, ma petite madame, est-ce qu'on a fait au lit aujourd'hui? Tu sais? Alors, la dame va se dire, elle est énervante, là, celle-là, avec ses petites madames. Moi, j'en ai assez, j'ai un nom après tout. Tu sais? Alors, on est dans un monde de tutoiement très facile. Il y a des gens qui aiment ça, se faire tutoyer. Il y a des gens qui aiment pas ça, se faire tutoyer. Alors, moi, je trouve que la meilleure façon, c'est de le demander. Tu sais, c'est de dire quand vous êtes avec une personne plus âgée que vous, de dire est-ce que vous préférez qu'on se vous voit ou qu'on se tutoie? Qu'est-ce que vous préférez? Et la personne va être capable de te le dire. Tu sais, moi, personnellement, c'est comme, regarde, tu peux m'appeler Carole, puis tu peux me dire vous, mais tu peux me dire tu. Alors, mais de le demander, de ne pas prendre pour acquis que tout le monde aime ça se faire tutoyer ou que tout le monde aime ça se faire vouvoyer. Il y a des gens à mon âge qui n'aiment pas ça se faire vouvoyer. Puis, puis moi, je le dis dans ce temps-là, tu sais, moi, je veux que tu me tutoies. Et puis la même chose des fois par rapport, peut-être que l'inverse, c'est moins difficile, que les personnes âgées vont avoir plus de facilité à tutoyer les plus jeunes. Alors, donc, c'est important de s'arrêter à ces petits détails-là, de sorte la, la conversation, après ça, que l'échange soit fluide et facile, qu'il n'y en ait pas une qui sente qu'on lui manque de respect ou ou que le lien est trop, peut-être hiérarchique aussi, dépendant là, du vous ou du tu. Euh, une autre vignette, les vignettes au fait que je vous présente aujourd'hui, ce sont des vignettes qui sont prises dans une BD, on va dire ça comme ça, qu'on utilise à l'OVS quand on fait nos ateliers pour couvrir différents champs d'intervention. Donc, ces vignettes-là sont disponibles sur le site Internet aussi de l'OVS. Vous pouvez aller là faire la demande et vous pourrez avoir accès il y en a une vingtaine, donc qui vont illustrer différentes situations. Pour aujourd'hui, j'ai pris celle qui parlait plus d'intergénérationnel. Alors voilà. Donc, cette dame qui dit, j'en ai assez de me faire dire comment je devrais contribuer à la société. Nous sommes très sollicités à voter à la période des élections, mais le reste du temps, nous ne sommes pas consultés. Ce sont les politiciens qui parlent à notre place. Alors ça, je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin pour ça. On fait juste regarder actuellement tout ce qu'on est en train de vouloir refaire dans le réseau de la santé. Il y a tellement de sondages qui le disent que les gens veulent être maintenus à domicile et tout ça le plus longtemps possible, etc., etc., etc. Et on dirait que des fois, les décisions gouvernementales s'en vont carrément dans l'autre champ. Alors, donc, faut faire attention. Tu sais, la réalité, elle est là. Les gens, c'est eux autres qui vont recevoir les services. Moi, j'ai pu voir, parce que pendant plusieurs années, j'ai œuvré dans des organisations, les CHSLD, des trucs comme ça. Et
pour me rendre compte que des fois, comme les horaires de travail du personnel étaient organisés en fonction de leurs besoins à eux comme travailleurs et non pas en fonction des bénéficiaires qui sont là. Alors, tu sais, à un moment donné, je me dis, au niveau du service, quand on donne un service à quelqu'un, c'est c'est à la personne qui donne le service qui a à s'adapter à ça. Alors donc, mais c'est comme, vous savez, rendu à un certain âge, les personnes aussi ont tendance à peut-être moins euh, dire leurs besoins parce qu'il y a un réel, il y a une réelle peur, et je mets entre guillemets là, quand je dis ça, d'en recevoir les contre-coups. Dans le sens, ben, si je chiale trop, ils vont moins s'occuper de moi, ils vont venir moins vite, ils vont, etc. Là, tu sais? Alors, d'avoir une grande gueule, des fois, c'est pas toujours payant en vieillissant. Alors, donc, ça, faut faire attention aussi, tu sais, quand tu es au service d'une personne âgée, ben, les horaires sont en fonction de ses besoins à elle, à mon sens. Voilà. Ensuite, un autre vignette qui va nous dire, par exemple, pardon, monsieur, ah oui, on va parler fort. Pardon, monsieur, savez-vous où est la librairie? Ils vont prendre pour acquis que toutes les personnes âgées sont sourdes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des personnes qui viennent au monde sourdes. Il y a des musiciens à 30 ans, à force d'avoir beaucoup de sons dans leurs oreilles, ils sont déjà sourds. Alors, c'est pas vrai que tous les personnes âgées sont sourdes. Donc, faites attention à ça parce qu'il y a quelque chose d'agressant là-dedans aussi, de se faire crier carrément après là, quand on se fait interviewer. Pas interviewer, mais quand on se fait parler ou quelque chose comme ça. Donc, c'est toutes des petites choses auxquelles on a intérêt à faire attention. Les conséquences donc de l'agisme au niveau de la personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'on va s'approprier donc des stéréotypes entendus. Alors ça veut dire que bon, à 50 ans, t'es rendu là, à 60 ans, t'es rendu là, à 70, t'es rendu là, à 80, etc. Tu sais. Alors là, puis là, ben, là, t'es dans ces âges-là, puis là, tu dis, coudonc, ben, là, ça y est, j'ai 70, là, ça y est, là, il va m'arriver telle affaire. Tu sais. Puis là, à 80, hop, ça y est, il va m'arriver une autre affaire. Tu sais. Mais c'est pas vrai, ça. Tout le monde n'est pas à la même place. Alors, donc, faut faire attention parce qu'on est dans un monde de communication. On lit beaucoup, hein? On est au fait. Alors, donc, veut pas, on assimile de l'information qui, à un moment donné, finit que par nous rentrer dedans. Alors, ça va faire qu'on va se retirer de certaines activités. OK? Ah ben là, ouais, je suis trop vieille pour voyager, fait que je vais laisser faire. Je prendrai plus de chance. OK? Bon, des fois, on va s'entendre, là, des fois, oui, là, c'est acquis, mais on peut aussi se dire, OK, peut-être que les voyages que je faisais pour m'en aller à l'autre bout du monde qui demandait 24 heures de voyagement, puis tout ça, ben là, peut-être que j'ai moins l'énergie maintenant, mais peut-être que je peux faire un voyage qui, ça va être 6 heures d'avion, puis si dans l'énergie où moi je suis, 6 heures d'avion, c'est trop, ben peut-être que je vais plus me promener aux alentours ici et tout ça. Donc, alors, c'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité personnelle. J'ai un ami, moi, qui est parti hier pour la France. Il a le cancer, il s'est débattu avec les assurances pour y aller à 78 ans. Pour lui, il n'était pas question de rater ça, vous comprenez? Alors, ça dépend des personnes. Donc, il ne faut pas se retirer pour autant. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Et si, tes enfants te disent, ben là, maman, t'es rendue même trop vieille pour faire ça, ben là, papa, là, t'es trop... Alors, ça, c'est leur part à eux autres. C'est pas tes parts à toi. Toi, tu le sais, la capacité que tu as ou que tu n'as pas. Et puis, c'est à toi de gérer ça. Alors, parce qu'il faut faire attention, à un moment donné, de ne pas infantiliser les personnes plus âgées. C'est des gens qui ont été responsables d'eux autres mêmes toute leur vie, puis sont encore capables de le faire. Alors, si on ne fait pas ça, bien, ce que ça fait, c'est qu'il y a une perte de confiance en soi à un moment donné qui va s'installer. Puis,
par ricochet, une augmentation de l'isolement. Et puis là, bon, on le sait, quand on est isolé, on commence à développer là, des petites bébites dans la tête, mauvaise santé physique et mentale, parce qu'on sait que ce qui est le plus nourrissant dans la vie, ce sont les relations humaines saines. Alors donc, à partir du moment où on commence à se retirer de ça, on commence à prendre quelque chose. Et ça, c'est bon pour tous les âges, soit dit en passant, hein? Tous les âges. Tu sais? Parce que quand vous regardez tout ça, là, euh, à n'importe quel âge, ça peut arriver, ça, hein? L'appropriation des stéréotypes entendus. Ah, ben, à tel âge, ils sont tous de même, puis le fait que là, tu te retires, puis tu perds confiance, puis tu es dans l'isolement, puis tout ça. Alors, c'est pas une question d'âge, OK? Au niveau de la société, l'agisme, ben, ça nuit à l'équité et à l'inclusion. C'est certain, à partir du moment où toi-même ou les gens autour te perçoivent comme ça, ben là, tu te traites plus ou tu ne traites plus les autres de la même façon. Donc, il y a de l'exclusion qui se fait. Ça va augmenter la marginalisation, bien sûr. Et puis, même lorsqu'on les bienveillants, l'agisme peut faire très mal. Oui, parce que des fois, l'agisme, il est bienveillant. OK? Je vous donne un exemple. Puis ça, on rit souvent, les personnes qui ont décidé d'assumer leurs cheveux gris. Quand on rentre dans le métro, moi, depuis que je rentre dans le métro et que j'ai les cheveux gris, automatiquement, il y a quelqu'un qui se lève pour me donner un siège, tu sais. Alors, bon, c'est bienveillant, je l'apprécie, puis merci, mais j'en ai pas vraiment besoin tout le temps, tu sais. Il y a des gens qui ont bien plus besoin que moi d'un siège assis dans le métro. Je pense à des personnes handicapées, je pense à des femmes enceintes ou des trucs comme ça. Alors, tu sais, mais c'est bienveillant, je l'accepte avec grand plaisir. Mais il y a des gens qui pourraient dire, mais veux pas, il y a une pensée qui te traverse l'esprit. Quand ça t'arrive les premières fois, tu te dis, ben là, ça y est, je suis rendue vieille, on me regarde, j'ai les cheveux blancs, je suis vieille, c'est moi la madame à qui il faut offrir le siège. Il y a quelque chose là-dedans que tu intègres, puis tu dis, bon, ça y est, là, tu sais, je suis rendue là. OK? Alors, l'agisme, donc, comme je disais en début, c'est le racisme et le sexisme de l'âge. Alors, comme je dis, il ne s'agit pas d'arrêter, parce que, tu sais, faut faire la différence entre de la bienveillance, puis même pour les personnes qui le reçoivent. Il y a des gestes de bienveillance là-dedans. Mais, tu sais, comme la dame qui voulait que son papa prenne tout le temps une marchette parce qu'elle avait peur qu'il se casse et qu'il tombe, il y a de la bienveillance là-dedans, bien sûr. Mais en même temps, si lui en ressent pas le besoin, ben là, il va falloir que c'est la fille qui deal avec sa propre peur et sa propre inquiétude. OK? L'agisme, c'est une forme de maltraitance. L'Organisation des Nations Unies précise qu'il est important d'apporter une attention particulière à la maltraitance envers les personnes aînées qui se manifeste de différentes manières. Donc, la maltraitance physique et psychologique, on en entend souvent des histoires d'horreur. Là, j'ai pas besoin de vous en rencontrer, hein, de vous en raconter plus qu'il ne faut. De la négligence, de l'abus, je pense que la discrimination sous toutes ses formes, incluant la justice, je pense que le, ce qui est le plus dans le quotidien des gens actuellement par rapport à la justice, c'est beaucoup l'abus là, par rapport à toutes les nouvelles technologies, toutes ces choses-là moi je le vois alentour de moi là, tu sais les gens avec l'IA qui s'en vient, puis tout ça, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a beaucoup d'occasions d'être abusés là-dedans d'une façon qu'on ne sait pas. Et je pense que dans les activités intergénérationnelles, il va falloir mettre ça de l'avant beaucoup, 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 de se trouver des parrains, des marraines plus jeunes pour que les gens puissent comprendre comment se protéger là-dedans parce qu'il n'y a pas une journée qu'on ne reçoit pas des appels téléphoniques là, pour vous alerter sur toutes sortes d'affaires, pour vous dire soutirer de l'argent aux personnes âgées qui sont très vulnérables par rapport à la méconnaissance souvent de la technologie.
Alors donc, on va passer en mode solution. Ben moi, je veux dire à Valence que il m'a carrément dépassé là-dedans. Je trouve ça formidable, toutes les affaires que tu as apportées sur le site web par région et tout ça. Moi, je vais aller visiter ça. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que effectivement, des fois, on voit des choses, on me dit, oui, mais chez nous, comment ça se passe et tout ça. Alors, merci beaucoup pour cette partie-là de ton site. Ça, c'est formidable. Alors, moi, je vais apporter d'autres outils que personnellement, j'utilise ou qu'autour de moi, on utilise aussi, qui sont à la portée de tout le monde. En bibliothèque. Alors, en bibliothèque, aujourd'hui, il faut comprendre, là, les personnes là, qui sont plus âgées, les bibliothèques, là, c'est plus juste une place où ce que tu peux aller échanger des livres. Ça n'a plus rien à voir. Les bibliothèques, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'activités là-dedans. Donc, tu peux t'impliquer dans l'aide aux devoirs, par exemple, des jeunes en difficulté. Alors, ça va se faire en bibliothèque. Il y a des jumelages en technologie aussi. Moi, la bibliothèque où je suis, il y a ça. Alors, où on va jumeler des personnes plus âgées avec des jeunes qui vont les aider justement pour comprendre certaines affaires et tout ça. Donc, la bibliothèque, là, c'est un lieu extraordinaire, même pour apprendre des nouvelles technologies. De plus en plus dans les bibliothèques, il y a ce qu'on appelle les Fab Labs, donc qui sont des laboratoires en technologie pour apprendre toutes sortes de nouvelles façons, par exemple à faire de la broderie en numérique ou à faire de l'impression en 3D ou des choses comme ça. Rendu à un certain âge, je me dis, ouais, mais à quoi ça va me servir, ça? Ben, ça va te servir à découvrir des nouvelles affaires, puis à t'intéresser à des nouvelles affaires qui va faire que quand tu vas rencontrer tes enfants, tes petits-enfants, tout ça, tu vas savoir de quoi ils parlent, puis tu vas être capable de créer une conversation. Donc, la bibliothèque, il y a des conférences là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, allez dans les bibliothèques de vos organisations et de votre milieu. Et puis, allez voir qu'est-ce qui se passe là. Il y a vraiment des choses extraordinaires à aller voir. Puis, c'est gratuit, ça coûte pas une scène, alors il faut en profiter. Dans les CPE, il y a là, des fois, ça va être à travers les CPE, des fois, ça va être à travers les bibliothèques qu'on va faire ça, aller faire des lectures de contes. C'est du bonbon faire ça. C'est du gros, gros, gros bonbon. La mamie qui arrive pour raconter des histoires à des petits bouts de chou. Moi, je l'ai faite, je le fais encore. C'est tellement le fun. Tu sors de là, puis t'es rempli jusqu'aux oreilles. Alors donc, aller faire ça. Oui, mais je suis pas capable de faire des comptes. Ben, pratique-toi, tu vas apprendre quelque chose de neuf. Vous comprenez? Alors donc, faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles affaires puis de dire, oh, je suis trop vieille pour faire ça. Non, non, tu sais, apprends, t'en as conté des histoires à tes enfants, ben là, tu vas aller en conter à d'autres enfants. Les grands-mères tendresse, tu en as parlé tantôt. Il y a une organisation extraordinaire à Montréal qui s'appelle Unis pour les tout-petits, qui vont faire justement du jumelage avec des mamans ou des parents qui ont besoin de répit. 3 heures par semaine, tu es jumelé avec une famille qui va, juste pour les tout petits bébés, 0 à 1 an, c'est formidable. Unis pour les tout petits, je dis, vous allez Google, là, Unis pour les tout petits, ils ont besoin, c'est partout sur Montréal. Coaching d'équipe sportive, tu sais, vous avez été un amateur de hockey, vous avez aimé ça, jouer au hockey, ben allez coacher des jeunes, tu sais, vous avez aimé ça, tricoter, là, ça revient à la mode le tricot, fait que aller faire tricoter, donc s'impliquer dans sa municipalité pour aller faire des choses comme ça, et ça, on garde le contact avec les passions qu'on avait et on est en train de transmettre des connaissances. C'est un besoin lié à l'âge de transmettre les connaissances et l'expérience. Donc, aller là où c'est possible. Organiser des activités de karaoké et de danse intergénérationnelle. On dit souvent que la culture québécoise, elle ne se transmet pas actuellement. Une activité de karaoké, tu sais, à portée de tout le monde maintenant, le karaoké, tu sais, alors, on parle de chansons de mon âge, des chansons de ton âge, une chanson d'une autre génération, puis on se fait un party de karaoké intergénérationnel pour être capable de voir toutes les belles perles qu'il y a un peu partout, puis d'arrêter de penser que la musique aujourd'hui, non, c'est pas vrai, il y a des belles affaires qui se font. Alors ça peut être une activité le fun. Les danses intergénérationnelles aussi, c'est quelque chose qui peut être super le fun à faire.
Euh, bon, les cours, je l'ai dit, tricot, bricolage, réparation de tout genre. Les monsieur bricoleurs, là, tu sais, qui ont vendu leur maison, mais qui aiment ça encore continuer à bricoler, ben pourquoi ne pas offrir un service, justement, de dire, moi, il y a une jeune femme que je connais, là, elle l'appelle son monsieur répare tout, là. Tu sais, il va là, des fois, c'est relié à une organisation communautaire, ça va être gratuit, mais des fois, ça va être relié, OK, c'est 10 piastres, regarde, je vais aller te l'installer ton air conditionné ou des trucs comme ça. Alors, tu sais, il y a toutes sortes de moyens de mettre à profit l'expérience qu'on a. Je continue. Les habitations intergénérationnelles, on est dans quelque chose de plus long terme. Il y a des gens qui travaillent fort là-dessus actuellement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce qu'on n'est pas dans le concret là-dessus actuellement, dans le moment présent, mais de plus en plus, il y a une organisation qui s'appelle Habitat qui est en train de développer des belles choses là-dessus. Tu as parlé tantôt de cartes de souhait, Valence, j'ai aimé ça. Moi, où j'habite, on reçoit ça, les cartes d'enfants. Et puis, j'aime beaucoup l'idée de leur répondre. Je dois t'avouer que ça m'a fait faire un petit whoops supplémentaire, OK? Parce que ça, là, moi, où j'habite, je le dis souvent, tu sais, il faut faire venir des enfants ici parce que c'est une telle richesse d'avoir des enfants. Alors, j'aime beaucoup l'idée de répondre à ça. Je vais développer quelque chose là-dessus. Le mentorat. Le mentorat, il y a une organisation qui s'appelle Academos. Googlez ça sur Internet, Academos. Alors, c'est gratuit, on va faire du maillage selon les expertises, selon les expériences et selon les demandes des jeunes. Alors, les jeunes qui demandent d'être mentorés, ça va partir des âges du cégep, là, 15-16 ans jusqu'à 40 ans. Des fois qui sont en mutation de carrière ou des trucs comme ça. Et après ça, ben, les personnes qui veulent mentorer, ben, c'est n'importe qui a de l'expérience de travail. Ça peut partir de 30 ans jusqu'à 80 ans, tu sais. Alors, si tu te dis, par exemple, ouais, mais moi, à 80 ans, mettons, je peux pas, tu sais, tout a changé, ça se fait plus pareil, puis tout ça. Euh, dans certaines affaires, c'est vrai, mais je dis souvent, j'aime bien donner l'exemple que si, par exemple, toi, tu étais journaliste, exemple, OK, ben oui, c'est sûr que le journalisme aujourd'hui, ça se pratique plus de la même façon avec les plateformes, toutes ces affaires-là, mais il y en demeure pas moins que la base du journalisme, ça n'a pas changé. C'est quoi faire une bonne entrevue? C'est quoi faire une bonne recherche, etc. Donc, quand on revient à la base d'un métier, quel qu'il soit, il y a des affaires qui ne changent pas. La façon après ça de le mettre en branle, ça, oui, ça peut varier. Mais c'est pour ça que le mentorat, euh, je m'adresse aux personnes plus âgées, arrêtez de penser que ce que vous faisiez, ça n'a plus rapport. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, des fois, les jeunes, ce qu'ils vont avoir plus besoin, ça va juste d'avoir une bonne tape sur l'épaule, un signe d'encouragement. Et ça, il y a quelque chose de très, très valorisant à mentorer des jeunes là, qui sont en expansion de carrière ou en changement de carrière ou des trucs comme ça. Il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Alors voilà, je ne sais pas si je suis dans mon temps, là, où est-ce que je suis rendue là-dedans. Alors donc, on peut aller s'il y a des questions ou des échanges, là, je vais je vais ça faire ça comme ça. Et puis voilà, il nous reste une quinzaine de minutes à peu près. Les questions peuvent s'adresser à moi ou à Valence, selon, ou s'il y a des commentaires, ben levez vos mains et puis on va prendre ça. Carole, je pense qu'on a déjà une question sur le chat. Donc, il y avait Oui. Madame Maria qui posait la question, à savoir de quelle manière ces concepts pourraient-ils être incorporés dans les centres de formation professionnelle et les cégeps pour faciliter l'inclusion des adultes de 40 ans et plus, tout en luttant contre les dynamiques de ségrégation. La question s'adresse à moi ou à Valence? Ou un de vous deux. C'est pas précisé, Moi, tu je vais, peux. Vas-y, Carole. oui, ben moi, je pense que Valence est plus en mesure parce que moi, Mhm. honnêtement, je le sais pas. Alors, Non, vas-y, Valence. non, c'est ça. C'est une super bonne question, tu sais. Puis j'avoue qu'en centre de formation professionnelle, là, en intergénérationnel, c'est pas un milieu que j'ai vu beaucoup passer dans les genres de milieux qui portent des projets intergénérationnels. Ça veut pas dire que c'est impossible. Déjà, moi, je me dis, Carole en a parlé, mais
tu sais, d'avoir des aînés qui vont, tu sais, ils ont toutes sortes de savoir-faire manuels, de pouvoir retransmettre ça. Ça, on en voit beaucoup des projets comme ça. Je pense par exemple à Québec, il y a un organisme où est-ce qu'il y a des aînés qui vont transmettre à des jeunes qui ont un parcours de décrochage scolaire à faire des voiliers. Donc, ils apprennent vraiment à créer de leurs mains un voilier qui va sur l'eau après. Donc, ça, c'est un exemple comme un peu hors de l'ordinaire, mais même pour des petites choses manuelles de la vie de tous les jours, c'est tellement des connaissances qui se sont perdues. Puis oui, on peut regarder des vidéos YouTube, mais il n'y a rien comme avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui a ses trucs, qui nous le montre, qu'on le fait avec lui. T'as beau regarder des vidéos quand tu fais pour le faire, c'est jamais aussi simple que ça a de l'air. Fait que je pense qu'il y a vraiment moyen d'intégrer les aînés dans la formation professionnelle. Au niveau des cégeps, en fait, je vais donner l'exemple. Nous, on travaille là en ce moment avec le cégep de Drummondville. Eux, ils ont un centre là, sur, sur la gérontologie, là, vraiment de travailler avec les personnes âgées là, au niveau de la recherche, au niveau du cégep. Entre autres, ils sont super spécialisés dans tout ce qui est cohabitation intergénérationnelle et tout ça. Et là, ils ont un projet qui s'appelle Mobilisation intergénération, qui est un projet sur plusieurs années, où l'idée, c'est qu'ils ont créé un noyau d'élèves et d'aînés de Drummondville. Et les aînés collaborent avec les jeunes pour mettre en place des initiatives intergénérationnelles dans le cégep. Fait que ça va prendre différentes formes. Il y a des ateliers qui se donnent déjà en classe pour sensibiliser justement à l'agisme, par exemple. On va avoir des activités parascolaires où est-ce que des aînés vont pouvoir transmettre leur savoir, etc. Donc, il y a toutes sortes de moyens de mettre ça en place. C'est vraiment d'intégrer, de créer peut-être des comités, des cercles d'aînés consultatifs qui vont pouvoir réfléchir, puis participer à des activités au sein des institutions pour justement ouvrir ces institutions-là là, aux personnes aînées. Excellent. Excellent. Oui, ça, moi, je suis très consciente que c'est vraiment pas facile d'entrer dans ces institutions-là. Mhm. Tout au long de ma carrière, moi, j'ai essayé d'offrir plein d'affaires dans ces institutions-là et je dois le dire, malheureusement, il y a pas de très grande ouverture sur l'extérieur, en tout cas. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, Mhm. moi, où, où je vois où il y a beaucoup d'ouverture sur beaucoup de choses, je le répète, ce sont les bibliothèques. Moi, les bibliothèques, Mhm. là, c'est un lieu de référence, là. Il y a une ouverture à toutes sortes d'affaires là-dedans. Mhm. Et vous arrivez avec un projet en bibliothèque. Et moi, je vais vous dire, si vous avez un projet qui se tient le moindrement, là, 95% des chances, ça va marcher, cette affaire-là. Alors donc, faut aller, moi je pense que c'est le lien le plus rapide. Le reste, avec les cégeps, les Mhm. universités, ben là, tu sais, il faut que tu fasses des rapports, faut que tu, en tout cas, tu sais, il y a une bureaucratie autour de ça Mhm. qui, euh, qui, euh, qui éteint. Puis moi, à mon âge, j'ai pas le temps d'attendre 3 ans pour qu'un projet se fasse, là, tu sais. Mhm. Alors, je pense que quand il y aura moins de bureaucratie, peut-être, là. Mais alors, c'est pour ça que quand on parle d'organisations comme Valence, ben, eux autres, ils ont plus le temps de développer des Mhm. projets à long terme que moi. OK? C'est vrai qu'il faut que l'ouverture vienne de ces milieux-là parce qu'ils sont difficiles d'accès. Puis c'est pour ça que je parle de voyons, le Cégep de Drummondville parce que ils sont Ça, vraiment novateurs en la matière, mais c'est vrai que sinon, c'est pas quelque chose qui est commun, là, tu sais. Donc, non, puis essayer de trouver non, des portes à laquelle cogner, ils sont déjà surdébordés. Fait qu'il faut que ça vienne de ces milieux-là. Mais on c'est ça. espère qu'avec ce projet pilote-là, ça va inspirer d'autres cégeps à emboîter le pas puis de mettre ça en place, là. C'est ça. Hmm. C'est ça. Excellent. Avions-nous d'autres questions ou commentaires ou remarques sur les présentations? Bonjour. Bonjour. Oui, France? Ce n'est pas France? une question, c'est juste que j'ai vérifié et j'ai remarqué qu'il y avait de la cyberacadémos, cyber mentorat. Peut-être que Madame Carole pourrait nous en parler un petit peu. Cyber quoi? Mentorat, qu'il y a du Le mentorat sur... cybermentorat.
OK, le cybermentorat, ben là, je ne sais pas à quoi vous faites référence, là, mais oui, ben, je pense au mentorat, là. Moi, l'organisation que je connais, c'est Academos, OK? Vous allez sur Oui. Internet, vous cherchez Academos, Mhm. M-O-S, OK? Alors, ça, c'est vraiment le fun. Alors, tu remplis ton profil, OK, d'expérience, blablabla, blablabla, tout ça. Et puis, qu'est-ce que tu as à offrir comme mentorat, etc. Et là, après ça, le jeune, lui, la même affaire, il remplit son profil. Puis lui, il va, ou elle, va dire qu'est-ce qu'elle cherche, c'est quoi qu'elle a de besoin comme mentorat actuellement, blablabla, blabla. Et puis là, après ça, c'est les mentorés, c'est les jeunes qui vont après ça faire une recherche pour dire, par exemple, moi, je cherche quelqu'un qui aurait de l'expérience, on va dire, comme ouvrir un bureau de comptable. On va dire ça de même, là. OK? C'est mettons, une personne elle étudie comme comptable et puis elle veut se développer un truc comme travailleur autonome, on va dire, OK? Alors là, elle va faire une recherche, expérience en comptabilité, qui est à son compte, whatever. Puis là, il va y sortir deux, trois profils de personnes qui ont fait ça ou qui font encore ça, OK? Et puis là, elle va les contacter, elle va leur dire, moi, j'aurais besoin de ça, OK? Alors là, ils se marrainent, ils vont se contacter entre eux, ils vont décider, est-ce qu'on fait ça, une rencontre face à face? Est-ce que ça va être virtuel, comme là maintenant? Est-ce que tu aurais besoin de venir sur mon lieu de travail pour passer une journée, voir comment ça se passe? Ah, donc, on voit là, c'est quoi ton besoin? Et puis, Mhm. des fois, ça va être juste une rencontre. Moi, j'en ai mentoré souvent des jeunes, puis des fois, il y en a, c'est juste une seule rencontre d'une heure pour répondre à une affaire précise dans quelque chose, OK? Alors ça, passe par là, blablabla. Bla, bla, bla. Un autre, elle, là, j'en ai une de ce temps-là, là, depuis le mois de mai, là, Mhm. elle, que je la... OK? Alors, c'est un gros projet qu'elle a, fait que... Alors là, c'est selon les besoins qu'elle a. Alors, là, avec elle, tu sais, elle est à Trois-Rivières, alors avec elle, ça se passe tout en FaceTime ou des choses comme ça. Alors donc, au fur et à mesure des besoins, elle me contacte, etc. Moi, je vois des affaires que, tu sais, des fois, je dis des trucs, je me dis, oh, ça serait bon pour elle, j'y envoie ça. Fait que, tu sais, ça dépend, il n'y a pas de relation pareille, c'est de voir chacun, là, qu'est-ce qui nous convient. Mhm. D'accord. Mais ça, Oui, c'est merci. super le fun de faire ça, vraiment. C'est vraiment le fun. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour toutes les deux conférences d'ailleurs. C'était super enrichissant. Merci énormément. Mm. Oui, Merci, il y a Franck. quelqu'un qui lève la main. C'est Edu Eduardo. Varela. Oui, Eduardo. bonjour. Eduardo Varela, ancien Oui, membre de l'OVS, dans les mentorats d'André Davignon et Denis Letran, qui nous ont quittés, mais sont toujours dans ma mémoire. Écoutez, j'apprécie beaucoup la profondeur, l'ampleur de vos deux conférences et je partage avec vous une stratégie personnelle que j'ai de me évader de l'attention intergénérationnelle et aussi être au-dessus d'elle pour stimuler la jeunesse et les gens en général. Je suis le vieux concept de Carl Jung qui disait que la première moitié de la vie, c'est pour accomplir tellement de choses qui la société nous impose et qu'on a la passion d'accomplir. Mais la deuxième partie de la vie, c'est approfondir dans la dimension de l'âme. L'âme est un concept un peu vague, mais on peut le posséder selon l'idée de liberté vraiment profonde et, et attitude de donner du sens à tout ce qu'on fait et selon nos visions personnelles de notre existence. Alors, et, c'est là, passer à une autre cosmovision, on dirait, et celle de la psychologie profonde que et, et s'installe sur la force du caractère unique, profond et pour montrer au monde. Alors, merci beaucoup pour une si belle conférence. Je félicite l'OBS et je reste en continuité. Merci beaucoup.
Merci Eduardo, merci pour Merci, merci, ta Marie. remarque et ton commentaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce qu'on va clôturer la séance sur ces notes positives? C'est bon? Allô, bonsoir Oui, à tous. Donc, bonjour. c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous. Alors, je suis Laura Delva, je suis haïtienne. Donc, j'ai vu lors de la conférence sur Facebook. Alors, j'ai cliqué intéressé parce que j'aime ce sujet-là. Parce que en Haïti, normalement, on fait peu de cas des gens âgés, des aînés. Donc, nous autres, on essaie de mettre en place et une maison ou encore une résidence pour soutenir les personnes âgées. Mais la conférence ou encore la présentation est très intéressante et de notre côté, on aimerait aussi faire ce genre de conférence avec les jeunes d'Haïti. Et en Haïti, bien que beaucoup d'entre eux ne sont pas vraiment intéressés aux gens âgés, malheureusement, mais on va commencer avec la sensibilisation et encore l'éducation des jeunes dans les écoles et avec les universitaires et les universités, ou encore les universitaires. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez nous aider, par exemple, des autres présentations, est-ce qu'on pourrait envoyer les liens et pour les partager avec et d'autres personnes qui sont intéressées en Haïti, ou encore est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour essayer de sensibiliser les gens, pour intégrer les gens et dans cette aventure, parce que on a cette carence ici en Haïti, surtout avec la situation actuelle du pays. Donc les gens âgés sont vraiment négligés. Hmm. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve ça intéressant que vous soyez connecté de l'autre bord du monde, dans un autre pays, et que vous vous intéressez à notre organisme et à la mission et puis à des rencontres comme ça. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions euh, par courriel. Sinon, visitez aussi notre site web où est-ce que vous pouvez trouver des articles intéressants. Aussi notre infolettre, si vous voulez vous inspirer de sujets sur l'agisme et tout ça, ce serait vraiment l'idéal pour vous a priori. Donc nous, on favorise toujours pour les rencontres en virtuel des personnes au Québec, au Canada, mais c'est extraordinaire de voir qu'on intéresse aussi au-delà du Canada. Donc, je vais vous partager encore une fois l'adresse courriel de l'OVS. Comme ça, si cela vous intéresse, vous pourriez communiquer avec nous. Et le site web, bien évidemment. Parfait. Est-ce qu'il y avait une autre intervention, question ou autre? Non, ça va? Ben, je vous remercie infiniment pour votre présence, vos commentaires, votre participation. C'était vraiment très, très positif. Merci beaucoup à Carole et Valence pour vos présentations. Je trouve que les personnes ont été très, très heureuses de participer à cette rencontre. Donc, merci à tous. Puis, restez à l'affût des prochaines rencontres qu'on va avoir. Et à toi, Imam, comment? Merci, Eduardo. C'est toujours un plaisir de vous revoir, puis à notre prochaine Et rencontre, Alida, j'espère. et Alida. Au revoir à tous. Merci tout le monde, au Merci. revoir. Bye bye. Et merci.